Na mkwezi uangalizi watukufu wahe zembawa za matangazo ikao ndo rahudhuri ya vanu amandi wananyasi wa Seden ikao ngasiwa dzima nao waja unane mongoze FM ikao itendelwa ne mwana nyanyine leji mulishia ula Shakri Sultan usiku leo rilahiki bwana mtukufu mwanzani watu mzee wa hatu ikao si hanzana haku si uhondana haku nandi mtukufu wa zile swali ikao hawenjini hanyu wa Komori ngamumju wao sha ngamjohuri samiho ko usiku leo ritsawa rivire hanzi ikao sikardo zivira sha ngizo muhimu haukaya ngari rongwao na wakomori ikao aba hainu kardo nzara angalie wakomori wesabi hanyiha ngasi harumenti ya Faransa ngasi dasino wana ikao wazaliana harumenti ya Faransa ikao wana wao nusu mwao no ikao ndo rompira ndi salakanti ya hompira mono ka wotabiha horongweshi komori abo ngo kwa leo ritsawa wajau esalakanti ya hezembawa pia ya zaujizi rihadisi ndasinao rielewane hasonti pia abo ngeri ritsawa rifanyo mpango unu haluha ya shizungu luhaikao ngaijo handaliwa ne mwanama Farid Ibrahim kaunga mumju wao sha mimi wajao unga mjohenda na uzisa nusu za masuala sheka munishi ya tirongwana ye shizungu mtishangae ba mitizo la hule abo nge ngari yonde namna ratsauwa usiku leo rihadisi no wa Komori sha dokunga rombo Mwenyezi Mungu kaya bomgwa hibenza zile woimwana ikao hazaliwa harumo mji mtukufu wa Fumbuni na wo mji wa Shingazija ndondondo mji wa Shikomori ndondondo yabo riamini rikubaliana kangarongwao shizungu leo sha ngarombao tihale yabo mfumo kauno hisa ngari jordi rimpare rije emadanda ino uyo rihadisi naye Shikomori haukayang ilazimu tena o wana walu Komori na nejami watu some shizungu waelewe ezjoka uhambishiha awenge shausu kwa leo bomgwa banza ranza ambasadi ya Faransa ikao ndeilo iho Komor ya ambasadi ya Canada nane za ambasadi ikao helewe shizungu haundo waelewe eluha ikao ndo rirongo wao ili ye mesaji ijojua huenda namna ya haju abwenge ntuka mlehaku ngam mrengo makalima yanu ni yanike mwanama Faridi haluha ya shizungu ya continue ili rijojua ubuo mpango marhaba tukufu na mpartage mpango hawinji haukanga mjua kai mongozi ka tambuni aba hainu yede na hubuliwa vona risaidie ripartage rieme wajauri abone marhaba mtukufu mwanama Faridi. Mes chers abonnés, mes chers auditeurs, aujourd'hui comme c'est bien convient, nous sommes en direct avec monsieur Soalizile, docteur. Donc comme c'est bien expliqué par le journaliste, aujourd'hui l'émission s'est basée en la langue française, parce que ici on a nos enfants, voilà. Il y a la communauté comorienne issue de la diaspora, il y a aussi les ambassades, les organisations internationales accréditées au Comores. Donc pour démarrer l'émission, il faut qu'on présente le docteur. C'est M. Zile, il est né à Fumbuni, il a eu son bac C au lycée Stade Mohamed Tchèque. C'est un ingénieur grandes écoles, diplômé à électricité électronique industrielle, docteur en mathématiques, ancien cadre dirigeant des multimédias dont Groupe Thomson, multinational. Il est aussi, il intervient dans plusieurs pays, hein, dans les problématiques de développement. Au Comores, il a conçu il est conçu et aussi animé les assises de décentralisation et les assises de l'université des Comores et les assises de l'énergie au Comores. Mais il est aussi responsable politique, membre de Appel de Marseille de Daoulaye Hak. Monsieur Zile, assalamu alaikum. Voilà. Je vous appelle le son. Première question. Première question, monsieur docteur. Voilà. Vous pouvez dire bonjour aux Comoriens. Oui, oui. Ma Comore mlovonze ni mlovondani ni mashababi ni wazazi no anasha hango ni manotable ni ndo harumwaze makungumanyo za politique ya Comore. Assalamu alaikum. Izo zamba bano dokale orja tsungu warjeri rongo ya shizungu
bainamkera denga mjuhunsomi sha bano izo fadidia zamba doka banonga sina wakomoro walo wenji walo bonze ngasina wanahatu ngasina ma ingenieur ngasina matubib ngasina ma expert walo bonze uko wenji kwa tsuro ngowe shizungu ndondo ngasina ona hatu wazala hunu uko wa johanza warenge fumvu harumwazi birao harumwensi hashusha bon kwa tswele lwa ndondo elwa ya tunde mana na tsungu waleo rejel hadisi halwa ya shizungu sha nikana rendez-vous yabo ndizozambo yabo ka ngarjo wonana jerongo yeshi ngazija rijeri litekeleze ezefikira za hatu zinaliza hatu ezibirao harmoye ensi hatu voilà abo abahanga konsimona mafaridi ya tekeleze swala za très bien je pense que je vais pas reprendre ce que j'ai dit, mais c'est simplement que nous avons choisi aujourd'hui de mener cet entretien en langue française. La raison en est simple, c'est que nous avons beaucoup de Comoriens, de jeunes en particulier, qui sont dans différents pays de France et puis d'ailleurs, qui malheureusement, pour des raisons diverses, ont des problèmes ou des difficultés à s'exprimer en comorien. En tout cas, sont beaucoup plus à l'aise dans la langue française et parfois dans d'autres langues, comme la langue anglaise. Voilà. Et il ne faut pas oublier que ces Comoriens constituent une force importante et il faut que nous nous adressions à eux régulièrement. Et ce n'est pas en parlant uniquement comorien que nous atteindrons cet objectif. Donc c'est pour ça que nous avons fait ce choix de mener cet entretien aujourd'hui en français. Nous toucherons ainsi ceux qui vivent en France, ceux qui vivent au Canada, ceux qui vivent aux États-Unis et ceux qui vivent dans d'autres pays et qui parlent français, qui sont des Comoriens, qui sont intéressés de très très près par ce qui se passe aux Comores et qui ont envie de contribuer parce que c'est ça les Comores, c'est ceux qui sont à l'extérieur, qui sont importants et qui s'allient et qui s'allieront avec ceux qui sont à l'intérieur. Voilà, je laisse la parole à mon cher Farid. Et aussi aux organismes accrédités au Comores. Oui, oui, bien entendu. Bien entendu. Oui, qui ont besoin de comprendre ce que nous disons. Comme nous sommes ici avec deux médias, nous sommes ici avec deux médias, Mongos FM et nous, CDN, Comoridinia News. Je vois que vous êtes nombreux les jeunes, vous likez, vous êtes contents parce qu'on parle la langue française, c'est bien, vous êtes très nombreux. Donc ma première question, monsieur le docteur, au Comores on se trouve avec une crise alimentaire, sociale, économique et aussi économique. Voilà. Quelle est votre réaction, monsieur le docteur? Rupture de stock d'alimentation. Oui. Voilà. C'est toujours triste pour le Comorien que je suis d'entendre le mot crise, surtout si ce mot-là est suivi du mot comorien. Une crise aux Comores. Elle nous touche tous. Parce que vous savez que quand nos parents sont malades là-bas, c'est nous qui sommes malades ici. Parce que à certains égards, c'est nous qui subvenons à leurs besoins. Donc la crise comorienne, la crise qui sévit aux Comores, nous touche particulièrement nous qui sommes ici. Alors cette crise, c'est une catastrophe annoncée depuis longtemps. Hein. Les raisons ne sont pas nouvelles. Il ne faudrait pas que certains se disent il y a crise parce qu'il y a guerre en Ukraine, parce que etc. Non. La crise a des raisons profondes. Elle a des raisons de mauvaise stratégie gouvernementale. Hein. C'est-à-dire nous avons là un État qui aujourd'hui n'a pas su mettre en place les conditions pour que ce pays se développe. Je pense que cela ne peut être nié par personne. Nous avons un État qui n'a pas su développer l'agriculture. Ça, c'est indiscutable, n'est-ce pas? Nous avons un État qui n'a pas su développer la pêche. Ça, c'est indiscutable. Alors du coup, pour manger, le Comorien, que veut-il? Il veut des produits agricoles, il veut des produits carnés, il veut du poisson. Et malheureusement, pour ce qui est des produits carnés, il se trouve à manger des ailes de poulet qui proviennent du Brésil et pour certains qui sont impropres à la consommation. Donc cette crise, elle était annoncée. Donc il n'est pas du tout étonnant que cette crise soit là aujourd'hui. Parce que
nous sommes dans un pays où nous sommes à la merci de n'importe quel petit choc. Là où certains pays peuvent résister à un choc, nous sommes à la merci du moindre petit choc. Nous avons été impactés par le cyclone Kenneth. Nous avons connu une petite croissance de l'économie. Kenneth est arrivé à balayer cette croissance. Les aides sont arrivées pour nous aider à nous relever. Ces aides sont devenues quoi? Elles sont rentrées dans les poches de quelques-uns. Ensuite, nous avons connu une petite croissance. Nous avons essayé de nous redresser. Le Covid est arrivé. Covid-19. Si nous avions été un pays fort, un pays organisé, un pays structuré, nous aurions pu résister. Enfin, l'économie aurait pu résister. Mais comme nous sommes dans une économie mal structurée, mal organisée, nous avons là aussi reçu le choc de la Covid-19 de plein fouet. Bon, on peut juste se féliciter du faible nombre de morts. Hein. Voilà. Mais ceci étant dit, l'économie a été fortement impactée. Hein, et les aides aux entreprises ont été très très faibles. Okay. Et on peut dire qu'à ce moment-là, les jeunes qui constituent pas loin de 56% de la population ont vu leur chômage encore augmenter. N'est-ce pas? Moi je vais poser une question là. Oui. Si vous voulez. Donc c'est une manque de vu le cadre, les gouvernements successifs. Hein, c'est une manque c'est une incompétence des gouvernements successifs, des cadres, des ministres, des directeurs généraux. Comment ils n'arrivent même pas à, selon les trois crises, à pallier jusqu'à aller au-delà, que le Comore soit stable économiquement au niveau de la que vous avez évoqué. Il n'y avait pas la politique de l'élevage, hein, soit l'élevage du poulet, l'élevage du bovin, oui. Il n'y avait pas la politique de l'agriculture, il n'y a rien qui est mis, ça fait 47 ans. Donc, que pensez-vous le meilleur ou la vision future du Comore pour pallier cette rupture d'alimentation au Comore? Alors, les solutions pour faire en sorte que les Comores soient dans l'autosuffisance alimentaire existent. Elles ont été écrites par différents experts. Nous avons des terres. Nous pouvons cultiver ces terres. Le problème, c'est que l'agriculture a été abandonnée. Voilà. Et ça, elle a été abandonnée parce que nous n'avons pas encouragé les Comoriens à cultiver. Il n'y a pas de politique gouvernementale, véritablement, pour renforcer le développement de l'agriculture. On privilégie l'agriculture de rente. Hein, l'ilang-ilang, le girofle, la vanille, etc. Parce que cette agriculture de rente, c'est celle-là qui constitue l'essentiel de nos exportations, à peu près entre 80 et 90%. Mais ce n'est pas avec la vanille qu'on remplit l'estomac, n'est-ce pas? Ce n'est pas avec l'ilang-ilang. Et voilà l'erreur que fait ce gouvernement, qu'ont fait tous les gouvernements successifs, hein, c'est de privilégier cette agriculture de rente et de laisser de côté cette agriculture qui devait assurer notre suffisance alimentaire. On ne peut pas imaginer que on importe des poulets, c'est impossible. Comme l'ingénieur a évoqué. Oui, c'est des poulets qui n'est pas conditionné pour l'alimentation. Oui, qui est impropre. Les poulets que nous consommons sont, il faut le dire, les poulets que nous consommons, les mabawa que nous consommons sont impropres à la consommation humaine. Ça peut impacter au niveau sanitaire, la santé des Comoriens. Ah, mais, et alors, nous allons en venir à la santé, justement, à la santé. Mais vous voyez la question, le gouvernement successif, l'incompétence, etc. Bon. Écoutez, les directeurs généraux. Oui, écoutez, moi j'ai. Vous n'avez pas la volonté. Oui. Ou c'est le Non, attendez. À chaque fois, il y a un proverbe chinois qui dit le poisson pourrit toujours par la tête. Ah. Vous me suivez? Ouais. Bonne citation. Oui. C'est-à-dire, quand la tête est pourrie, le reste du corps devient pourriture. Lorsque la tête n'a pas de vision, où doit aller le pays, qu'est-ce que je veux faire de ce pays? Lorsque la tête n'a d'autre vision que de corrompre, que devient le corps pourri?
Alors aujourd'hui, les différents gouvernements ont eu une faible vision de développement, une volonté de développement. Si vous regardez ce qui se passe au Rwanda, ce qui se passe à l'île Maurice, ce qui se passe aux Seychelles, là vous avez eu des dirigeants qui ont eu des visions et qui ont mené leur pays à un niveau très très faible. Moi je me souviens en 1974, les Seychelles, on y envoyait des enseignants comoriens. Vous regardez où sont les Seychelles et regardez où nous sommes aujourd'hui. Parmi les pays émergents, développés. Non, on reviendra sur l'émergence. On reviendra sur l'émergence. Hein. Regardez le Rwanda, ce pays qui a failli disparaître. Mais disparaître carrément, parce que les Tutsis et les Hutus se sont massacrés. Hein. Oui, guerre civile. Et vous avez eu, ils ont eu la chance d'avoir un dirigeant qui s'appelle Paul Kagame. Bon, on peut le critiquer sur ses côtés autoritaires, arbitraires, etc. Mais que fait-il cet homme-là? Il fait avancer le pays. Lorsque vous allez au Rwanda, on dirait que vous êtes dans la Suisse de l'Afrique. Ce pays se développe à grands pas. Vous voyez? Il a mis en place un plan de développement. Mais il n'a pas fait que l'écrire, parce que ce que nous faisons chez nous, c'est que nous écrivons beaucoup de rapports, mais rarement ce sont les rapports qui sont appliqués. Vous voyez? Dès que les lumières sont éteintes, dès que les réunions sont finies, dès que les applaudissements sont donnés, dès que les iguélé aussi sont donnés, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Les réalisations ne suivent pas. Et pourtant, ce n'est pas l'argent qui n'arrive pas. Les aides arrivent. Mais dès le moment où la tête est pourrie, dès le moment où la tête est pourrie, mais ces aides-là, bah, écoutez, un peu comme le sang ne draine pas le corps de notre pays pour le rendre robuste. Vous voyez? Parce que les finances, c'est un peu le sang pour le corps, n'est-ce pas? Les finances arrivent, mais ne sont pas utilisées justement. Quand je dis justement, je veux dire avec justice, hein, sont parfois détournés, et c'est cela qui nous met un petit peu dans ces situations difficiles. Les organismes internationaux, le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les aides bilatérales arrivent, mais ces aides-là sont-elles utilisées à bon escient pour le développement de notre pays? Voyez? Moi, je suis un peu malheureux parce que j'ai vu pas mal de pays. Ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et quand j'arrive dans mon pays, quand j'analyse ce qui se fait, je me dis mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que, ayant eu mon bac en 71, je retrouve le lycée de métier qui était la fierté de notre pays. Vraiment, une vraie fierté. Avec mention très bien. Oui, mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. Le problème n'est pas moi. On n'a pas la chance. Non, mais le problème n'est pas moi. Non, je vous en prie. Restons humbles. Moi, je parle uniquement là en tant que citoyen. Hein. Je m'en fiche un petit peu de. Ok. Ce qui m'intéresse, c'est le propos que je vais vous tenir. Ce qui me fait mal au cœur et parfois me donne envie de pleurer, c'est de voir que le lycée Sadomechek, là où j'ai eu mon bac, là où j'ai eu fièrement mon bac, comme d'autres d'ailleurs, est en train aujourd'hui de pourrir. De pourrir. Vous voyez? Je me suis dit, mais depuis 71, il aurait pu devenir un énorme lycée. Vous voyez? Il aurait pu faire beaucoup d'autres enfants. Hein, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. Il a été écrasé. C'est devenu aujourd'hui quelque chose d'innommable. Voyez? Or, je veux quand même vous dire une chose. C'est que vous avez une seule et bonne manière de tuer un pays. Ce n'est pas avec les fusils. Tuer l'éducation. Voilà. Si vous voulez tuer un pays, tuez l'éducation. Or, c'est ce qu'on est en train de faire. L'enseignement public n'a plus d'enseignement que le nom. Hein? Il n'y a que ceux qui ont l'argent qui vont dans les écoles privées. Okay? Les enseignants sont sous-payés, les lycées sont sous-équipés, l'université est sous-équipée. Que voulez-vous? Donc, on est en train tout doucement, pas avec des fusils, mais avec des actes, de tuer l'avenir de notre pays. Parce que l'avenir de notre pays, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui sortent de ces lycées, de ces universités, etc. Si vous leur donnez mauvais enseignement, vous tuez le pays. Vous me suivez? Vous tuez le pays. Et c'est ça qui me fait mal.
Monsieur Zilé, rebonjour. Moi, ma question, en fait, je reste sur le même question, en fait, parce que vous avez cité des pays comme Seychelles, comme Maurice, comme Rwanda. C'est des pays que l'histoire n'est pas le même. Or que on sait que le Rwanda, ça a été un pays français, on va dire. Belge. Voilà, belge. Colonie belge. Colonie belge. Mais son histoire, il a préféré quitter le système belge pour revenir ou entamer une autre route, passer à une autre route, sortir dans la zone franc déjà, sortir dans la zone francophonie, pardon, garder leur système à eux. Mais on a vu les Seychelles, c'était une autre... Comme c'est bien évoqué, on avait voilà, aidé des enseignants. Voilà, oui, mais les Seychelles, Maurice, c'était des colonies anglaises, on va dire. Puis françaises, il fait les deux. Voilà, les deux, on va dire. Mais les derniers, c'était les Anglais. Les Comores, c'est le même histoire que le Mali. Le Mali, maintenant, veut quitter. Mais moi, je pose la question, est-ce que notre malheur, à nous, 47 ans, 7 présidents, et c'est la même chose. Quand même, on se pose la question, est-ce que comme vous avez dit, est-ce que le poisson, c'est lequel? C'est quel poisson qui est pourri? Est-ce que c'est le fait qu'on est francophone, qu'on est dans la zone franc? On aurait aimé savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi le développement est mis à mort. C'est un long sujet, mon cher ami. Mais là, c'est un long sujet. Mais je vais quand même essayer d'être synthétique et d'y répondre. Il est clair que lorsque Ahmed Abdallah a déclaré unilatéralement l'indépendance du pays, la France n'a pas applaudi. Hein? Bon, il n'y a pas que la France a pris acte, mais il y a eu des groupes d'extrême droite, d'autres partis qui ont dit non, c'est pas possible. Et puis en plus, si on regarde bien, il y a une des îles qui veut rester française. Hein? Et donc tout notre malheur est parti de là. C'est-à-dire que pour une fois, un président n'a pas été suivi par son Assemblée nationale. Hein? Oui. C'est terrible, hein? N'a pas été suivi par son Assemblée nationale. C'est notre malheur. Donc il y a eu tout un groupe de pression, de lobbying, etc., qui ont agi de manière à ce que la France soit toujours présente là-dedans. Alors qu'il a été prouvé par différents stratèges que Mayotte ne représente aucun caractère stratégique. Hein? S'il s'agit de base militaire, Djibouti est là. Aujourd'hui, on peut tirer des missiles de plusieurs milliers de kilomètres pour atteindre une cible lointaine. Donc, ça ne sert à rien d'aller occuper cette pauvre île qui, avec les autres îles, constitue un ensemble homogène. Parce qu'il faut voir que les 4 îles, Mayotte, Moélie, la Grande Comore, moi je me souviens bien, quand j'étais petit, il y avait des boutres qui faisaient le tour de toutes ces îles, hein, parce qu'il y avait une solidarité économique, hein, entre ces îles. Vous voyez, la mer poissonneuse de Mayotte, le lagon, hein, le lagon, la terre fertile de Moélie. Okay. Et c'est la Grande Comore, tout ça. Et en jouant pour les épices, etc. Moi, je voyais les bateaux qui allaient, et je voyais les boutres qui allaient à Moélie prendre des marchandises. Mais nous étions ainsi heureux parce que cet ensemble homogène de ces 4 îles forme bien un ensemble économiquement cohérent. Et en coupant Mayotte des autres îles, on a détruit la cohérence des Comores. Là, c'est la première chose. Donc, on a eu ce malheur de cette incohérence économique qui a accompagné la déclaration d'indépendance. Unilatérale de l'indépendance aux Nations Unies. Voilà. Bon. On aurait pu, les choses auraient pu se passer autrement. Bon, mais ça s'est passé comme ça s'est passé, malheureusement. Mais je veux juste dire que, et c'est le propos, que les 4 îles forment une cohérence économique. C'est ça que je veux dire. Et je le sais bien parce que moi, je fais partie d'une association qui agit sur l'ensemble des îles, hein, sur des projets de développement économique. Donc je sais bien quelle île peut offrir quoi. Et puis quand j'étais petit, je voyais bien les boutres qui faisaient le trafic entre les îles, puis entre les îles et la Tanzanie, et les Zanzibar, etc.
Et puis il y a eu ce qu'on appelle, c'est un mot qui fait mal, la France-Afrique. Voilà. C'est-à-dire cette idée que la France ne doit pas laisser l'Afrique et que l'Afrique c'est un réservoir de ressources, hein, et qu'il faut continuer à puiser, à puiser, à puiser. Voilà, la France-Afrique. Et la France a ainsi puisé longtemps sur l'Afrique. Je pense que, si je ne me trompe pas, c'est Chirac qui disait que si l'Afrique n'était pas, la France serait un pays presque du tiers-monde. N'est-ce pas? Les différents candidats aux présidentielles françaises allaient souvent prendre des valises de présidents africains, qu'ils aidaient à ce qu'ils soient longtemps au pouvoir, justement pour que ce financement perdure. Donc les hommes politiques français, beaucoup sans scrupules, ont beaucoup œuvré pour que ceux qui sont au pouvoir dans les pays africains, qui ne pensent pas à l'avenir de leur pays, mais uniquement à l'avenir de leur famille, ou de leur tribu, ou de leur clan, restent au pouvoir, parce que ceux-là sont facilement corruptibles, et faciles, effectivement, à diriger vers des chemins, hein, qui sont des dangers, des véritables dangers pour le continent africain, parce qu'ils mènent tout simplement et tout doucement à la destruction des économies africaines. Et parfois la France n'hésite pas. Elle n'hésite pas à envoyer des mercenaires, vous le savez ça. À déstabiliser. Voilà. Il n'y a pas que les Français d'ailleurs, parce qu'il y a quand même eu d'autres choses qui sont passées de la part des Belges avec l'histoire de Patrice Lumumba. Il y a beaucoup de puissance qui se... Voilà. Il faut déstabiliser il faut déstabiliser l'Afrique, parce qu'en déstabilisant l'Afrique, on crée un chaos, et on sait que dans le chaos, on peut faire ce qu'on veut. Vous voyez? Alors, l'ami Kadhafi, un beau jour s'est soulevé en disant non, il faut que l'Afrique se libère, n'est-ce pas? Il a voulu créer les États-Unis d'Afrique. Hein? Il a voulu, laissez-moi finir. Il a même voulu créer une monnaie africaine, parce que beaucoup d'analystes pensent que le franc CFA est un des malheurs qui font que l'Afrique est aujourd'hui l'Afrique francophone. Hein? Les pays francophones sont aujourd'hui un arrière-plan de développement économique. Alors il faut les comparer avec l'Afrique anglophone. Hein? Il faut comparer avec le mouvement de développement économique des Africains anglophones. C'est différent. Le Ghana se développe bien. Le Nigeria, bon, malgré... ils ont du pétrole, mais ils se développent. La Tanzanie, vous vous rendez compte, la Tanzanie? C'est oui. Et là, vous voyez comme les sujets sont liés. Le Ghana. Oui, le Ghana, bien entendu. Comme les sujets sont liés, posez la question pourquoi les pays francophones sont dans cet état-là. Bon, donc je vous ai parlé un petit peu de l'histoire de cette politique interventionniste des puissances de la puissance française dans la gouvernance des pays africains. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant que j'aimerais souligner, c'est que j'ai eu, moi, personnellement, avec un groupe d'experts, à comparer les systèmes d'enseignement anglophones et francophones. Les systèmes d'enseignement. Oui. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, si je devais envoyer mon enfant à l'école, je préfère l'envoyer dans un système anglophone. Voyez? Parce que ce système est ainsi conçu pour, à la fin, concevoir des gens qui font, pas qui font, hein? Donc qui mettent la pratique, qui mettent la réalisation avant toute chose. Ils forment des bons ingénieurs, des bons techniciens, des bons médecins. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, vous avez le Rwanda est en train de quitter le système d'enseignement francophone. Hein? Pas uniquement la francophonie, hein, mais le système éducatif francophone.
Okay, et c'est un mouvement qui va, à mon avis, se généraliser progressivement. Je vais compléter une question là, s'il vous plaît. Moi, par rapport, oui. excusez-moi, mon docteur, par rapport au le réseau France-Afrique, il y a une nouvelle politique qui émerge dans les pays francophones ou dans les pays, toute l'Afrique tout entière, le panafricanisme. Est-ce que selon vous, c'est une politique menaçante pour la France? Quelle est votre analyse? Le panafricanisme, c'est pas nouveau. Jomo Kenyatta, Nyerere, tous ces gens-là avaient une vision d'une Afrique unie, avec les mêmes intérêts. Ces grands hommes ont voulu le panafricanisme. Kadhafi a voulu le panafricanisme, en disant que ce continent a besoin d'unité. L'Europe a bien compris qu'il fallait une Europe pour être unie, avec des stratégies, une monnaie européenne, une gouvernance européenne, etc. Elle a compris ça. Pourquoi ça ne serait pas le cas pour l'Afrique? Nous sommes le seul continent à ne pas avoir ça. Nous sommes le seul continent à ne pas avoir ça. Alors on veut nous l'empêcher. On veut nous empêcher, parce que c'est sûr que si les Africains sont unis, s'ils ont une seule et unique monnaie qui n'est pas couplée au franc français ou à l'euro, écoutez, c'est une grande libération. C'est une grande libération qui va se mettre en place. Alors il y a aujourd'hui le projet de cette nouvelle monnaie qui va remplacer le franc CFA, mais d'aucuns se disent que, ma foi, c'est probablement bonnet blanc et blanc bonnet. Et que, voilà, et qu'il faut y réfléchir à plusieurs fois avant de mettre ça en place. Bon, donc l'Afrique a besoin de cette nouvelle monnaie. L'Afrique a besoin d'une unité. Et quand je dis l'Afrique, c'est pas uniquement l'Afrique subsaharienne, mais c'est l'Afrique du Nord au Sud. Nord au Sud. L'Afrique a besoin de réfléchir sur son système éducatif, parce que comme je vous disais tout à l'heure, ce sont les hommes qui font le pays. Ce sont les hommes qui conduisent un pays. Et plus les hommes sont compétents, mieux l'avenir du pays peut se construire. Je laisse la question à mon confrère. Pour revenir aux Comores, on a vu que les Comores a failli construisant l'hôpital de Bambao. Les Comores a failli se développer en construisant l'usine pour la première fois de l'indépendance aux Comores, de la pêche. Mais un autre président, il a vu qu'il ne faut pas utiliser cette politique. Est-ce que la France est à côté de quelque chose sur ces deux... Rien à voir. Rien à voir. Non, la France n'a rien à voir sur le fait qu'un président qui a vu... Moi, j'étais voir cet hôpital en juin. J'étais le voir. Je l'ai visité. C'était un bel hôpital. Et j'étais triste de voir que dans cet hôpital, maintenant, il poussait des arbres. Ok? Je me dis, mais quelle bêtise, mais pourquoi ça? Quelle méchanceté! Au lieu d'aller lancer à grand tambour et trompette l'hôpital El Marouf, dont on voit que l'état d'avancement est encore quelque chose qui me fait penser à un petit cauchemar qui est en train de se dérouler. Mais pourquoi n'a-t-on pas pris cet hôpital? Pourquoi n'a-t-on pas fini le job? Pourquoi ne l'a-t-on pas équipé? Moi, j'étais voir un médecin dans ce hôpital. Ce gars, il me dit, vous savez, nous envoyons nos malades à Mayotte. Et vous savez, moi, parfois, mais comme les amis mayotais, ils m'appellent pour que je leur dise comment conduire telle ou telle opération. C'est le médecin. J'ai encore le mail qu'il m'a envoyé, un mail de grande tristesse. Comorien, bien sûr. Parce qu'il y a des très bons médecins comoriens, faut pas croire. Justement, c'est ça qu'il faut. Il y a de très bons médecins comoriens. Et là aussi, il faut les valoriser. Il faut les valoriser. Il me dit, nous envoyons des malades à Mayotte, mais si j'avais les mêmes équipements ici, je vous assure que nous n'aurions pas besoin de les envoyer à Mayotte. C'était un médecin de cet hôpital d'Anjouan, là, dont on parle. Je trouve ça vraiment dommage.
Je trouve ça dommage. Et la France laisse-moi finir. La France n'a rien à voir là-dedans. C'est juste une décision. C'est de dire ça a été initié par X. Bon, c'est pas moi. Donc, non, voilà. Donc là se pose, voilà. Donc se pose le problème de la continuité de l'État. C'est-à-dire que souvent, laisse-moi s'il te plaît. Souvent quand le gouvernement X lance un projet, le gouvernement Y se dit je balaye et je refais autre chose. Qui perd? C'est les Comores qui perdent. C'est de l'argent qui a été perdu. Ok? Mais ça m'amène à vous dire une chose. C'est que les personnes qui doivent présider au destin de notre pays doivent avoir non pas le sens de leur ventre, mais le sens de la nation. Le sens de la nation. La nation est beaucoup plus grande que nous tous, toi et moi. Je suis prêt à mourir pour la nation. Hein? Mes parents, mon arrière-grand-père est mort pour la nation. Okay? Nous sommes là pour ce pays. Nous ne sommes pas là pour enrichir nos familles. Nous sommes là pour le devenir de nos enfants. Et quand je dis nos enfants, ce n'est pas uniquement ceux qui sont aux Comores, ce sont les enfants aussi comoriens qui sont ici en France. Parce que ceux-là, un jour, j'espère, vont avoir envie de retourner aux Comores pour contribuer aussi dans un climat apaisé, dans un pays juste, dans un pays où la gouvernance est bonne, dans un pays où on peut critiquer sans aller en prison, dans un pays où on peut entreprendre sans être soumis aux lois de la corruption, dans un pays où on peut investir sans qu'on soit poussé demain au suicide. Hein. Alors, nos enfants, ceux que vous avez cités, mais les choses sont liées, mon ami. Les enfants comoriens qui sont dans l'équipe Solacante, ils y vont pas uniquement pour le football, ils y vont pour le drapeau comorien. Vous voyez? Parce qu'ils sont fiers. Ils sont fiers. Alors bien entendu, ils vont pouvoir jouer des matchs de la Coupe africaine des Nations et c'est très bon pour eux. Ils se font repérer par les clubs, etc. Mais c'est surtout aussi parce qu'ils ont des parents comoriens qui se disent « Mince, je dois pouvoir faire briller mon pays. » Et à l'extérieur, des enfants comoriens ne sont pas que des footballeurs. Vous avez des ingénieurs, vous avez des docteurs, vous avez des professeurs d'université qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'on leur laisse la possibilité de déployer leur talent. Mais ils n'iront que si on leur demande. D'abord leur demander, et reconnaître leurs valeurs. Je vous donne un exemple. Mais il faut vraiment que vous alliez vous renseigner, messieurs les journalistes. L'Éthiopie. Vous connaissez l'Éthiopie? L'Éthiopie, c'est un pays qui était en guerre là. Beaucoup de troubles. C'est un pays aussi qui a connu la famine. Mais c'est un pays aujourd'hui qui crée qui est un de ceux qui crée le plus grand nombre de millionnaires par mois. Par mois, pas par un. Et le président de ce pays, Abiy Ahmed, je crois, c'est comme cela qu'il s'appelle, Abiy Ahmed, il a lancé un appel à la diaspora. Venez m'aider à construire le pays. Et quand vous êtes de la diaspora, que vous atterrissez, vous avez un tapis qui est déroulé à l'aéroport, avec café offert, des danses traditionnelles, pour vous accueillir. Est-ce que c'est le cas chez nous? C'est l'opposé de ça. C'est l'opposé. D'accord. Non, mais laissez-moi finir parce que c'est important. C'est très très important. Oui, je sais. Il faut absolument que l'on comprenne que la diaspora, qu'on a parfois insulté en disant sont des laveurs de chiottes, que ce fut une grosse erreur. Voilà, mais la vache à lait, un jour, le lait va se tarir. Voilà. Et qu'il faut aujourd'hui parler à la diaspora, lui donner l'importance qu'elle a, et lui dire que les Comores ne se construiront sans elle, ne se construiront pas sans elle, sans elle. Hein, vous me suivez? Aujourd'hui, un billet d'avion aller aux Comores, c'est 3 000 €.
Il y a beaucoup de Comoriens qui cet été n'ont pas pu aller au Comores. Eh bien, Ah, eh 3 000 bien, euros. eh bien, Avec 4 enfants, tu auras une budget de 15 000 euros pour eh aller au bien, Comores. Habib Mohamed, pour que la diaspora vienne en masse, hein. Bon, ils ont la chance d'avoir une compagnie. Bah, il a fait baisser les billets de 20-30%, hein, pendant la période de vacances. Lui a dit qu'il a subventionné les billets. Oui, il a subventionné les billets pour que un plus grand nombre de membres de la diaspora à rentrer au pays pour venir construire le pays. C'est cela. Hein? En fait, moi, avant de quitter cette question, je voudrais savoir, parce que vous nous avez montré que Mayotte vit le malheur du système jusqu'à maintenant. Je voudrais savoir si les Comoriens ont ils n'ont pas à aller à Mayotte pour se soigner. Si les Comoriens Du travail. Que va devenir la France au Comores? C'est la question, il n'y a pas de lien. Les Comores, comme tout pays, ont un devoir, je dirais, à avoir des relations avec tout autre pays. Hein? C'est comme ça. Aucun pays n'est isolé. Si la France, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, est au pays, elle est la bienvenue. Il n'y a pas de raison qu'entre la France et les Comores, ils ne se mettent pas en place dans le partenariat gagnant-gagnant. Hein? Personne ne veut que la France s'en aille. Hein? Non, ce que veulent les Maliens, ce que veulent les Ivoiriens, ce que veulent les Sénégalais, c'est notre partenariat. Hein? C'est notre manière de coopérer. Okay? Mais bien sûr, avec la France, mais c'est pas une rupture totale. Ah bah, ce qu'il veut, c'est d'abord ce qui est mauvais s'en aille. Ah, d'accord, ok. Voilà, ce qui est mauvais s'en aille pour construire sur de nouvelles bases. C'est tout. Hein? On coupe la jambe malade, hein? Et puis on reconstruit chirurgicalement. Voilà, chirurgicalement, on reconstruit de nouvelles choses. Mais bien sûr que la France peut être un bon partenaire du Mali. Hein? D'accord? Mais il faut que cela soit construit sur de nouvelles bases, des bases gagnantes, des bases qui respectent la dignité, les spécificités, et que le Mali puisse se développer sans que demain le président soit sous la menace d'un coup d'État organisé par des forces occultes, hein, mais que la France puisse favoriser la bonne gouvernance dans les pays africains. C'est cela un petit peu le mot. Favoriser la bonne gouvernance dans les pays africains. Voilà. Et conditionner parfois son assistance ou son aide ou que sais-je, hein, à des critères de bonne gouvernance. C'est pas pour faire durer des dictateurs jusqu'à 30 ans. Non, la bonne gouvernance, c'est justement le contraire. Voilà. Une vraie démocratie, une vraie alternance. Oui, c'est de ça que je parle. La bonne gouvernance, c'est celle-là. Voilà, que la démocratie s'installe dans les pays africains et que la France ne soit pas un frein, mais au contraire, que la France ne soit pas un frein, mais au contraire un accélérateur de la démocratie. Vous me suivez? Que la France ne soit pas un frein, mais un accélérateur de la démocratie dans les pays africains. Voilà. On va passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est là on va rentrer sur les prisonniers politiques aux Comores. Bientôt 5 ans que le président Ahmed Abdallah Sambi se trouve derrière sa maison, on va dire. Garde à vue. Voilà, une garde à vue de 5 ans. J'aimerais savoir. Résidence surveillée. Résidence surveillée. Voilà, j'aimerais savoir. Illégalement. Que pense la classe politique ou que pensent les juges comoriens sur cette affaire? Que pensez-vous de la justice? Voilà. Attendez, je pense qu'il y a un juge qui a tranché, qui a dit il faut libérer Sambi pour qu'il aille se faire soigner. Hein? Voilà. Hein? J'ai vu qu'un juge s'était engagé, avait jugé cela. Bon. Vous savez, tout à l'heure on parlait de bonne gouvernance. Moi je dirais, je n'ai pas envie de mettre de l'huile sur le feu sur les jeunes juges. Hein? Beaucoup sont jeunes, comme vous le savez, mais ils sont dans un pays
que disais-je tout à l'heure, où la tête, en fait, la tête ne veut pas de justice. C'est aussi simple que ça. Donc moi, je ne veux pas leur jeter je veux pas jeter la pierre, parce qu'ils voient des mauvais exemples en haut, alors les mauvais exemples suivent en bas. Voyez? Alors, c'est une mauvaise continuité. Quand vous voyez que le chef fait, vous dites, mais je fais pareil, de toute façon, il va pas m'engueuler puisqu'il fait la même chose que moi. Ouais. La justice est un élément essentiel de la démocratie. C'est un élément essentiel du business. C'est un élément essentiel de la liberté. Dans un pays où il n'y a pas de justice équitable, c'est un pays qui va à la dérive de toute façon. Pas uniquement pour des raisons de liberté, etc., mais pour des raisons économiques. Parce qu'un investisseur va avoir du mal à venir investir dans un pays où il n'y a pas de justice, où il ne peut pas être protégé de ses investissements, ou s'il a un problème avec un fournisseur, machin, il ne puisse pas se dire de toute façon, je vais pouvoir me défendre, et équitablement. Si j'ai raison, j'aurai raison. Si j'ai tort, j'aurai tort. Mais on ne va pas me donner tort sans raison. Ok? C'est cela. C'est cela qu'il faut voir. C'est-à-dire que il faut que les Comoriens comprennent, et les juges aussi comprennent que nous avons tous intérêt à favoriser une justice équitable. Parce que Azali n'est pas éternel, d'une part. Hein? Selon vous, l'exécutif a une mainmise pour la justice, c'est-à-dire la justice n'est pas indépendante, donc elle a une mainmise. Comment voulez-vous qu'elle soit indépendante lorsqu'on refuse à Sambi d'aller se faire soigner? Comment il a nié à plusieurs médias internationaux que c'est la justice qui l'a fait, emprisonner, mais c'est pas moi, c'est pas ma décision, c'est Azali qui a évoqué ça dans un média international. Oui, mais non, alors, supposons que ce soit vrai, comme on dit en mathématiques. La remise en cause de la justice. Supposons que cela soit vrai. Bon, supposons, effectivement, qu'il n'y est pour rien. Enfin, il est le chef suprême. Hein? Il pourrait ordonner ceci, ordonner cela, de manière à ce que ceci ou cela soit conforme à la loi. Parfois, un président mandate ou demande à un procureur de se saisir d'une affaire. Parfois, l'État peut porter plainte, se retourner contre une décision de justice. Parfois, un parquet peut faire appel d'une décision de justice. Un parquet. Okay? Donc, quand on dit que Sambi est là à cause de la justice et à cause de la justice seulement, écoutez, moi je veux bien le croire, mais Sambi dit, moi je suis prêt à aller en justice. Il l'a dit dans ce cas-là, mais je suis prêt à aller en justice. Mais on ne l'amène pas en justice. Alors où est le problème? Pourquoi on ne l'amène pas en justice? Puisqu'il dit qu'il est prêt à aller être jugé. Il a dit, je n'ai peur que d'une chose. Je n'ai pas peur de la justice, j'ai peur de l'injustice. Non, mais selon le gouvernement, il disait que c'est le rapport parlementaire fait par le ministre. Non, mais laissons de côté le rapport parlementaire. On parle de justice. Le rapport parlementaire n'est pas la justice. D'accord? C'est pas la justice. Hein. Ils ne sont pas des juges, ils font un rapport. Le dossier. Ouais, voilà, mais le dossier, il pointe certaines accusations qui doivent ensuite être investiguées. Hein, par un procureur, par des brigades, ok. Là, donc les parlementaires disent bon, il y a faute ici, hein, donc plainte peut être déposée, et puis enquête peut être faite, mais il y a un processus. Dans un pays de droit, il y a un processus qui se déclenche quand il y a une enquête. Voyez, regardez ce qui se passe pour Donald Trump aux États-Unis. Il y a bien un groupe parlementaire qui s'est constitué pour investiguer le comportement de Trump, ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier, c'est ça, le 6 janvier. Il y a une enquête parlementaire. Mais cette enquête parlementaire a entraîné des poursuites aujourd'hui
d'abord le FBI qui enquête, hein, le procureur de New York qui accuse. Oui, ouais, voilà, d'accord. Mais l'enquête parlementaire n'est qu'un des éléments pour permettre à la justice de se déclencher. Hein. Mais là, aux États-Unis, la justice est déclenchée. Et laissez-moi vous faire confiance, ils vont aller jusqu'au bout. Personne, hein, Biden ne va pas arrêter la justice. Ok? Le procureur a tous les droits là-dedans. En fait, nous sommes dans le domaine des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Ces trois pouvoirs sont normalement Les trois pouvoirs ne sont pas respectés. Indépendants. Alors dans une dictature, ces pouvoirs ne sont pas indépendants. Voilà, c'est ça une dictature. Ces pouvoirs. Les trois pouvoirs dans son main. Exactement, c'est ça une dictature. Avec main de fer. Exactement. Posez la question. Oui, Est-ce que j'ai répondu à votre question? Non, non, on a bien compris. Par contre, là. Par contre, tu n'as pas compris. Si, j'ai bien compris. J'ai bien compris, mais quand je reste sur la justice comorienne, là récemment, on a vu ce qui s'est passé, les histoires villageoises qui a créé une guerre villageoise. Triste. Il y a eu 2 morts. Triste. À Ndrouani, c'est ça? Ndrouani, il y en a eu un qui est mort. Ndrouani ou Remani? Et ici à Ouela, il y en a eu un Ouela? qui est mort, oui. Ah oui. Et puis récemment, Sorale, oui. Mais justement, je voudrais savoir, Oui. quand il y a des problèmes villageois, Oui. la justice, est-ce qu'il ne peut pas chercher ceux qui ont tué la personne pour les faire justice? Mon cher ami, Les bâtiments brûlés. On va dire que ça y est, il y a eu le Toulousain, là c'est bon, on peut faire une télé, pourquoi la justice ne pas les gens qui ont brûlé? alors la justice à mon avis. Est-ce que ça serait pas une cause d'arrêter tous ces massacres? Écoutez, la justice se met en action quand quelqu'un porte plainte. Politiquement. Non. La justice se met en action quand quelqu'un ou une institution porte plainte. Le procureur, il est là pourquoi là? Une institution comme ce sont des associations. Oui. Ce sont... La personne dont le père ou le frère a été assassiné, il peut porter plainte. Pourquoi ne le fait-il pas? Voilà. Le village peut porter plainte s'il constitue une personne morale. Hein? Porter plainte, s'il y a une association villageoise, peut porter plainte. En disant que... matériel. Oui, l'incendie. Peut porter plainte. Pourquoi ça ne se fait pas? Effectivement, nous sommes dans une situation où les gens disent « Ah non, parce que... » C'est le problème que nous avons. Hein? C'est qu'on a une grande tendance à mettre un voile sur nos problèmes. La petite fille qui a été violée, vous vous rendez compte? On met un voile épais dessus. On met un voile épais dessus. C'est inhumain. Ce qui est terrible, mes amis, c'est que ce genre de choses devrait être un devoir pour l'État d'encourager à ce que ce genre de choses n'arrive pas. Que les viols soient punis. Que les viols soient punis. Il y a beaucoup de Comoriens. Attendez, j'arrive. Hein, je rajoute un petit peu là. Parce que nous, que souvent, l'armée, il est la cause, le danger, le ennemi majeur des populations comoriennes. Souvent, ils sont pointés du doigt, qu'ils sont mal formés. Dès qu'ils interviennent dans des villages comoriens, ils commencent à casser, à tuer, à voler même des biens, des ors, de l'argent. Que pensez-vous de cette réaction de l'armée comorienne dans tous les villages? Ce n'est pas ce gouvernement, il y a un gouvernement successif. Il y avait le gouvernement des Kilili qui sont faits en Manambouani. Il y a aussi celle de... Là, vous posez le problème. Est-ce que cette armée, est-ce que c'est bien formé? Que l'armée au Comoré, au lieu de protéger la population, il est là à les détruire, à les piller. L'armée a un chef d'état-major. Oh, d'accord. L'armée est sous les ordres des ministres de la Défense et des armées. Et cette armée se doit de recevoir des directives. Les directives disent tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Elle se doit d'être formée et éduquée. Si on recrute des personnes qui sont mal formées, qui se croient tout permis en disant « Misoroda, je suis un soldat, j'ai ma Kalachnikov, j'ai ma grenade, je peux faire ce que je veux, de toute façon mon chef me protégera », bien entendu, il peut se passer n'importe quoi. D'accord? Mais rappelez-vous de la phrase que je disais.
Le poisson pourrit toujours. Par la tête. Voilà. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et il faut que ceux qui sont à la tête de l'armée, et je dirais tout grade confondu, tout échelon confondu, comprennent que l'armée est au service de la nation. Hein? L'armée est au service de la nation. L'armée n'est pas là pour punir. Elle n'est pas là pour punir. Ce n'est pas son rôle. Elle est là pour défendre la nation. N'est-ce pas? Elle est là pour défendre. C'est son rôle. C'est son rôle. La police est une force pour défendre le citoyen. Elle est là en tant que bras armé de la justice. N'est-ce pas? La gendarmerie aussi. C'est un bras armé de la justice. Mais elle n'est pas là pour contraindre les personnes et leur faire du mal de manière tout à fait injuste. Okay? Donc notre armée à nous se doit d'être une armée exemplaire. Et l'exemplarité commence, oui, et l'exemplarité commence d'abord par la bonne formation. Parce que c'est comme cela que l'armée comprendra mieux ses devoirs. Quel est mon devoir, moi, en tant que soldat? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Ces gens-là sont-ils formés au droit? Hein? Est-ce que les soldats sont formés à un peu de droit, au droit du citoyen? Vous voyez? Donc ce sont des questions aujourd'hui qui doivent recevoir une réponse. Et là, le gouvernement nous doit des réponses. Hein? Il nous doit nous dire comment sont formés nos soldats. Quel est l'état de notre armée? Comment nous recrutons? Hein? Comment nous nous assurons que l'armée est une vraie armée républicaine, mais qu'elle n'est pas là pour, parfois, comme vous disiez, piller, hein? Pour blesser, mais pour faire en sorte que la nation soit défendue. Parce que c'est cela son rôle. L'armée doit défendre le pays quand notre pays est attaqué. Il y a des pays qui n'ont pas d'armée. Vous savez ça. Là, j'étais au Costa Rica, ils n'ont pas d'armée. Ils ont une police. Ils se trouvent très bien comme ça. Il n'y a pas de chef d'état-major. Ils ont une police. Maurice, s'il vous plaît. Parce qu'ils se disent, mais nous, de toute façon, si on nous attaque, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas notre petite armée qui va... Ok? Et je pense que on ferait beaucoup d'économies en ne gardant uniquement qu'une police, en ne gardant qu'une police pour faire en sorte les gendarmes, pour faire en sorte que la justice soit mieux rendue, hein, que les enquêtes soient mieux menées, etc. Afin que l'état de droit s'installe. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Mais avant d'écouter l'histoire de justice, récemment on a eu le ministre, M. Msaïdié, qui a confirmé, qui a dit devant la télé, devant tout le monde, devant tous les médias, osé dire que son ressource de construction, voilà, sa maison, ce sont sa des maison, aides. voilà. Ce sont des aides à loi des amis. C'est des aides. Il a fait un château de milliards. Et ce que, en fait, on aurait aimé savoir. Quelle est votre réaction? Savoir, est-ce que on peut dire des choses comme ça? Bah, dans un pays, il y a la justice, il ne peut pas appeler Msaïdié directement. Auditionné parce qu'il a fait des châteaux avec des aides, des petits... Des amis qui l'ont offert de pots de vin pour faire un château de milliards. je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, on parlait de Abiy Ahmed. Voilà. Abiy Ahmed, pour attirer la diaspora, il a montré des signes de démocratie. Il a libéré les prisonniers politiques. Il a libéré les prisonniers politiques. Il a aussi mis en garde à vue, sous enquête judiciaire, un certain nombre de corrompus. De ministres. D'accord. Vous me suivez là? Il a voulu montrer à la diaspora que venez parce que ce pays maintenant est un pays juste. Vous voyez? Ça c'est c'est le signe de ce qu'est un bon dirigeant, un vrai dirigeant qui a une vision de son pays et qui a compris que le pays n'irait nulle part sans démocratie et sans justice. Alors revenons à Msaïdié. Oui, bon, Msaïdié, tu dis, et tu le dis haut et fort, comme tu sais souvent le faire, félicitations, tu as des très bons amis. Alors moi, si j'avais des amis comme ça, qui me donnent de l'argent pour que je fasse un château, mais
je les embrasserai tous les jours. Tu vois, hein? Ah oui, mais moi, vraiment, Msaïdi, mais quelle chance il a. Mais j'aimerais bien qu'il me présente ses amis, parce que moi, ceux-là, je les embrasse tous les jours. Voilà. Faire une maison comme ça, mais en fait, cet argent, ils l'ont trouvé où? Ces amis-là. Msaïdi, regarde de nous qui sommes ici, qui parlons, montre-nous les traces de dons, montre-nous les preuves. C'est tout. Donne les preuves, et après on te croira. Ok? C'est peut-être vrai ce que tu dis. C'est peut-être vrai après tout. Hein? Peut-être vous un ami ultra riche qui lui a dit Msaïdi, je l'adore. C'était un... Oui, Msaïdi, non, il peut avoir dit Msaïdi, c'est un joli garçon, il est beau, il parle bien, il a le verbe haut, il est éloquent, mais on va l'aider à construire sa maison. Mais Msaïdi, s'il te plaît, montre-nous les preuves. Montre-nous les preuves, n'est-ce pas? Montre les preuves. C'est tout. Hein? Moi j'ai une petite question là. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Attendez, moi je voudrais pas me faire un ami de Msaïdi. Hein? D'accord, Monsieur passe très bien, monsieur. Je plaisante. Je continue. Toujours on reste dans la justice. Le fait qu'il y avait un journaliste qui a rêvé de faire une manifestation qui n'est pas pu faire. Rêvé, mais il n'a pas pu compris. Il est jugé, encarcéré. 5 ans, 4 ans de prison ferme et 1 an de sursis. Oui. Quelle est votre réaction, monsieur? Abdel Abdou Hassanagua. Oui, mais je sais. Il est emprisonné. Je sais. Mais avec un acte qu'il n'a pas pu réaliser, mais juste, il a rêvé de faire une manifestation. Mais mais je dis simplement, Il est arrêté. Non, mais je dis. 5 ans, 4 ans de prison ferme et puis 1 an de sursis. Mais je dis, mon ami, non, mais notre pays est un pays formidable. C'est un pays formidable. Parce que demain, on va peut-être m'arrêter parce que on pense que j'ai l'intention de voler la voiture. N'est-ce pas? Et pourquoi pas, hein? Je vais me retrouver à la place de l'indépendance parce que je serai à côté de la voiture d'un dirigeant, là, on me dit, ah, c'est la prison parce qu'on croit que tu avais envie de voler la voiture. Hein? Qu'est-ce que je dis, moi? Ben non, monsieur. Ben non. Et que fait Abdallah Agua? Que peut-il faire contre une telle décision qui ne repose sur rien? Qui ne repose sur rien. Oh, il aurait au moins manifesté. Et on aurait dit, il a manifesté illégalement. Peut-être qu'on aurait trouvé une petite raison. Mais là, il a juste dit, je vais manifester. Vouloir. Oui, vouloir. Pas pouvoir. Non, mais surtout, vouloir n'est pas faire. N'est pas faire, voilà. D'accord. Voilà, donc, la question, je dis, mais vraiment, je dis juste, les Comores sont un pays formidable. Voilà. Et on a la chance d'avoir un pays comme ça. C'est le même ressort que l'ancien gouverneur, monsieur le docteur Salami, est jugé avec la cour, comment dire, de sûreté. La cour de sûreté de l'État, il a voulu faire une déstabilisation. Oui, bon, ben, certainement qu'il y a des... perdu ses indemnités. Mais à mon avis, il doit C'est un ancien gouverneur en exercice. Oui, mais il doit y avoir des preuves, j'imagine. On parle de justice, il devrait avoir un jugement de cet homme-là. Parce que toute personne qui a commis un crime, aussi important soit-il, il a droit à un jugement, n'est-ce pas? Hein, on ne peut pas le garder comme ça en disant, toi, on sait que tu as voulu déstabiliser l'État. Ok, peut-être, mais alors un jugement, hein, preuve contre preuve, avocat contre avocat, juge contre... Allons-y, pourquoi on ne le fait pas? Y a-t-il quelque chose à cacher? Y a-t-il quelque chose à cacher? Tout est possible. Hein? Donc je dis encore une fois, mon cher ami, nous vivons dans un pays formidable. Formidable. Bonne citation, une belle citation. Oui. Formidable. Ouais. Il a bien dit Zaki Sofouane. Voilà, nous avançons à la troisième question. Aux Comores, nos présidents, ils ont tendance à nous sortir des mots. On a connu un mot Rehemani. On va aller au Rehemani. L'endroit du bonheur, le on a connu un mot... Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Et en dernier, on a eu le mot émergence. À l'horizon 2030. Voilà. Bien sûr, au moins. On aurait aimé savoir pourquoi ces mots-là. Et est-ce que c'est possible de dire des mots comme ça? Alors, attends, tout est possible. On aurait aimé savoir pourquoi ces mots. Non, mon cher ami, enfin, mes chers amis. Oui, bien sûr. Non, pas du tout. Non, c'est pas rigolo, c'était un mot très sérieux. Sérieux. C'était un mot très sérieux qui est utilisé par des gens très sérieux.
En fait, l'émergence, pour être simple, c'est un état de développement. En gros, on émerge quand on sort de l'eau pour aller respirer. Hein. C'est un peu ça. En fait, ça vient de sortir d'un état de développement à un autre état de développement. En gros, on émerge. À l'inverse, c'est immerger, c'est-à-dire on s'enfonce. Donc, je ne veux pas dire que nous allons vers l'immergence. Hein. Non, je ne vais pas dire ça. Non, je ne vais pas dire ça. Ah non, s'il vous plaît, soyons sérieux. L'émergence. Donc, c'est un état de développement. En fait, c'est un mot qui a été employé par un fonctionnaire, par un fonctionnaire de société financière de la Banque mondiale. Hein. Bon, il y a les pays développés, il y a les pays en voie de développement, et puis il y a les pays qui sont en train tout doucement de s'approcher vers un niveau de développement qui n'est pas très loin des pays développés. Très bien. C'est ça. Hein. Alors ces pays, on va dire que ce sont des pays en émergence. Alors, nous, on est en train de couler. Tu veux répondre à ma place. Le Brésil est un pays émergent. Ils font des avions, ils font des voitures, d'accord. Ils ont une agriculture. Est-ce qu'ils étaient immergés, du coup ils se mettent... Oui, avant ils étaient... Et que nous les commandons le Mabawa. Oui, ils nous envoient les Mabawa qui sont impropres à la consommation. La Russie est un pays émergent. Bon, quoique pour la Russie, il y a des discussions là-dessus. En fait, si vous voulez, dans les pays émergents, dans la classification des pays émergents, tout le monde n'est pas d'accord sur qui mettre dans la case émergent ou pas. La Chine est un pays émergent. L'Afrique du Sud est un pays émergent. Hein? Bon, c'est le seul pays que l'on trouve en Afrique aujourd'hui, qu'on classe parmi les pays émergents. La Chine aussi, bien entendu. La Chine est un pays émergent. Donc la notion d'émergence est une notion qui aujourd'hui est économique, essentiellement. Économique. Hein? Économique. Hein? C'est le PIB, hein? C'est la croissance qui est soutenue. C'est socialement économique. Hein? Vous me suivez là, hein? Oui. C'est le niveau d'investissement, tout ça c'est quelque chose qui est censé... Mais ce n'est pas quelque chose qui a trait avec le caractère social. Ce n'est pas parce qu'un pays est dit émergent que les gens ils sont heureux. Dans un pays dit émergent, vous allez trouver un système de santé qui est bon. Okay? Parce qu'il n'y a pas d'économie sans système de santé. Vous avez trouvé un système éducatif qui est bon. Parce qu'il n'y a pas d'économie sans système éducatif. Parce qu'il faut des compétences pour faire tourner l'économie. Nous sommes d'accord? C'est ce qu'on appelle le capital humain d'un pays. Donc, on peut être émergent dans un pays qui n'est pas démocratique. Hein? C'est-à-dire une dictature. Hein? On ne peut pas dire que la Chine... Une sorte de dictature. Une sorte de dictature, voilà. Ça c'est possible, c'est possible. On peut pas dire que la Chine soit un grand modèle de dictature. Hein? Pourtant, on le classe dans les pays émergents. Ok? Deuxième économique mondiale. Ouais. Donc, pays économique, puissance économique. Par contre, les analystes se plaisent à dire que pour que l'émergence soit une réalité et qu'ensuite le développement continue, il est important que la population puisse goûter au fruit de l'émergence, puisse goûter à la liberté, et c'est là où la démocratie est importante dans la notion d'émergence. Alors, lorsque Azali Assoumani a lancé cette idée, je veux que les Comores soient émergents à l'horizon 2030. Je dis bravo. Bravo. 2030, c'est dans combien de temps ça? Dans 8 ans. À 8 ans. 8 ans, c'est le temps de construire quelques routes. Hein. 8 ans. Est-ce qu'on va pouvoir industrialiser le pays dans 8 ans? Hein? Est-ce qu'on va pouvoir industrialiser le pays dans 2 ans? Est-ce qu'on va pouvoir, ne serait-ce que ça, fabriquer des cocottes minutes dans 8 ans?
fabriquer des pièces de rechange au Comores dans 8 ans. Réformer complètement, reconstruire le système éducatif dans 8 ans alors qu'il n'y a aucun chantier qui a démarré. Avoir un système de santé au niveau, très bon niveau, dans 8 ans. Moi, je voudrais juste... Parce que quand on veut noyer un peu les gens, on sort un mot. Rahimani, le Jimbo. C'est une chanson. Le Jimbo, c'est une chanson aussi. Pourquoi? Parce que c'est excellent dans les slogans, dans les discours politiques, d'avoir un mot comme ça qui est mobilisateur. Les gens. Tout le monde dit, nous sommes là, nous agissons pour la politique d'émergence. Bravo. Mais moi, j'ai envie juste de descendre un cran en dessous. Qu'est-ce que Azali Assoumani, qu'est-ce que son gouvernement met derrière le mot émergence? Il peut dire, dans 2030, j'aurai construit tant de kilomètres de route. Ça, c'est un indicateur. En 2030, j'aurai une compagnie aérienne. En 2030, le produit intérieur brut sera de tant. En 2030, le salaire moyen du Comorien sera de tant. Ce sont des choses qui sont concrètes, qui nous permettent de mesurer. Mais quand tu mets juste le mot, tu mets un chiromanie, tu mets un chiromanie sur quelque chose qui est important pour notre avenir. Donc enlevons le chiromanie et regardons la belle femme qui est à l'intérieur. Quelle est la couleur de ses cheveux? La couleur de ses yeux? En gros, quels sont les chiffres? Le problème de la dictature, c'est qu'elle n'aime pas les chiffres. Un dictateur n'aime pas les chiffres. Pourquoi? Parce que les chiffres sont indiscutables. Quand je dis que tu mesures 1m64, tu ne mesures pas 1m66. Je peux mesurer. Quand je dis que le PIB est de temps, le PIB est de temps, et ça que tu sois gros, petit, grand, etc., on doit pouvoir le vérifier. Quels sont les éléments mesurables dans le programme émergence d'Azali Assoumani qu'il peut nous exposer? La question. Quels sont les éléments mesurables, messieurs, vous m'entendez? Ne parlons plus, je voudrais qu'on ne parle plus d'émergence. Je voudrais qu'on ne parle plus de ce mot-là. Je voudrais qu'on dise en 2030, voici les éléments mesurables que nous aurons accomplis, que nous aurons atteints pour le développement économique du pays. C'est ça que je veux. Pas les mots, je veux des chiffres. Voilà. C'est ça que je demande maintenant. Je demande à ce que le gouvernement d'Azali Assoumani nous donne des chiffres qu'il accomplira en 2030. Parce qu'en 2030, nous pourrons être capables de regarder ces chiffres et de voir, voilà. Mais il ne va pas venir en 2030, regardez, je vous ai promis l'émergence, mais voilà l'émergence. Mais c'est quoi les chiffres? Bon, est-ce que vous me suivez là? Non, mais c'est important pour moi, parce qu'il faut que les gens comprennent que... Il faut que les gens... Il faut que les gens comprennent que nous ne pouvons pas nous laisser endormir par les mots. Il nous faut des chiffres. Il nous faut des chiffres. Combien de bacheliers en 2030? Combien de médecins en 2030? Combien d'ingénieurs en 2030? Combien de techniciens en 2030? Combien d'usines en 2030? Combien de tonnes de poissons produirons-nous en 2030? De volailles en 2030. Combien d'hôpitaux de premier rang aurons-nous en 2030? C'est ça. Combien de kilomètres de route aurons-nous en 2030? Ce sont ces chiffres-là qu'il faut qu'ils nous donnent maintenant pour qu'on puisse vérifier en 2030 que cela est accompli. Mais qu'on ne nous parle plus de mots. Les autres ont parlé de mots. Maintenant, nous en avons assez des mots. Nous voulons des chiffres. Et sachez bien, moi, je suis mathématicien. Je suis très sensible aux chiffres. On n'est pas là, le gouvernement n'est pas là pour faire de la poésie, n'est-ce pas? Il n'est pas là pour faire des bons mots ou faire des bons discours. Il est là pour faire en sorte que les chiffres... Voilà. Là, maintenant, on est presque à la fin de l'émission. Il nous reste... la dernière question, c'était... on a eu 3 conférences aux Comores. Pas aux Comores, mais... Oui, à Doha, Maurice. La conférence des Maurice. Oui, Doha, celle de Paris. Doha, ici à Paris. Oui. La question est, pourquoi expatrier, c'est ça le mot, c'est ça, les conférences, pourquoi on ne peut pas le faire aux Comores pour montrer qu'aux Comores il y a des routes, pourquoi montrer qu'aux Comores il n'y a pas d'électricité, pourquoi il n'y a rien qui est décollé. Voilà. Et
Est-ce que c'est pour cacher? Mais là, Il y a non, quelque chose à cacher. mais Au là- lieu d'allouer un budget mais, énorme non mais attendez. pour aller La- dépenser la- à la- l'extérieur, non, mais la au rép- lieu de rester comment? Non mais la réponse est dans la question. Ah, d'accord. La réponse à la question. Je ne vais pas inviter un investisseur à venir au Comores et voir qu'il ne peut rouler qu'en 4x4. Hein. Et voilà. C'est Ok. le poudre, Voilà. les poules de, Et que les nids de poule. les nids de poules Et de- que il a l'électricité peut-être parfois 20 heures sur 24 ou parfois pas du tout. Hein. Bah, il va partir en courant l'investisseur. Hein. D'accord. Donc on va faire ces conférences à l'extérieur avec des belles images, de beaux PowerPoints. Hein. On va montrer quand même la mauvaise situation qui existe. Et on va dire venez parce que malgré ça, il y a des opportunités d'affaires. Mais, mes amis, Doha a donné quoi? Maurice a donné quoi? La conférence de Paris a donné quoi? A donné quoi? Le suicide de l'entrepreneur africain. Pas grand-chose, pas grand-chose. Presque rien. Non, mais ne plaisantez pas. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Ne plaisantez pas sur le suicide de l'entrepreneur parce que c'est quelque chose de très grave. Et j'aimerais passer 2-3 minutes parce que c'est très grave que l'entrepreneur se suicide. C'est très très grave. Parce qu'un entrepreneur, c'est très important pour le pays. C'est quelque chose d'essentiel pour le pays. Les entrepreneurs, il faut les chouchouter. Ceux qui sont dans le pays et ceux qui veulent venir dans le pays. Les entrepreneurs comoriens souffrent là aujourd'hui. Il faut absolument qu'on se retourne, on ouvre les yeux en disant que notre avenir, ce sont les entrepreneurs. Ce sont ceux qui créent la richesse. C'est pas le gouvernement qui crée la richesse. Ce sont les entrepreneurs. Alors il faut leur donner la liberté, l'assurance que leur business sera conduit avec justice. Vous me suivez? Justice, équité. Et qu'on leur mette en place toutes les facilités pour qu'ils puissent se développer. Donc, les conférences n'ont rien donné. Et l'une des raisons, à mon avis, ce sont les infrastructures qui ne sont pas là. C'est l'énergie qui n'est pas là. Et puis c'est la mauvaise gouvernance. Vous savez, quand les investisseurs viennent dans un pays, ils regardent tout le temps un classement qui est donné régulièrement, qui s'appelle le classement Doing Business. Le climat des affaires dans un pays. Le climat des affaires dans un pays. Mais vous verrez que les Comores sont vraiment au tout dernier, hein, au fond de, En voie de développement. non, mais tout dernier là, pratiquement, ok. Alors que vous voyez que Maurice est en haut de l'affiche, hein. Maurice est en haut de l'affiche, le Rwanda aussi, hein. Djibouti, vous Ils voyez. sont au-dessous du classement. En bas du classement. Mais tout derrière là, en quantité négligeable dans le classement. Ok. Vous savez, parce que les gens pensent que on attire un investisseur uniquement grâce à un code d'investissement favorable. Non. Ça ne suffit pas. Et je le sais, moi je suis directeur à la Chambre de commerce. Hein, et je supervisais une entité, enfin je supervisais, j'étais ceux qui étudiaient l'attractivité du territoire des Bouches-du-Rhône. Et on a vu que les entrepreneurs qui veulent s'installer dans les Bouches-du-Rhône, souvent regardent le système de santé. Pourquoi ils regardent ça? Parce que quand vous êtes une entreprise, que vous faites venir vos cadres, vous voulez vous assurer qu'ils peuvent être soignés. Ils peuvent être soignés. Hein? Parce que si vos cadres sont malades, ils ne peuvent pas être soignés correctement, bah, vous ne venez pas. Vous voyez? Et vous regardez aussi le système éducatif. Hein? Pourquoi? Pour les enfants. Vous voyez toutes ces choses-là. Et bien sûr, il faut regarder la logistique et les infrastructures. Est-ce qu'il y a des hôtels où je peux faire mes conférences? Est-ce qu'il y a des hôtels où je peux faire mes conférences? Est-ce que l'énergie est de bon marché? Toutes ces choses-là. Okay, donc, ce n'est pas uniquement le code d'investissement qui fait qu'un investisseur arrive. Okay. Et puis, au-dessus de tout ça, il y a l'absence de corruption. Et c'est cette corruption, c'est ce qu'on me dit. Mais là aussi, je suis très prudent, parce que quand un homme se suicide, il peut avoir plusieurs raisons. Hein. Ah ouais. D'accord? Donc là, je ne voudrais pas dire des choses dont je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Hein. Mais s'il est vrai, je mets bien un conditionnel, hein, s'il est vrai qu'il s'est suicidé parce qu'il a rencontré des problèmes avec l'administration comorienne, alors là, c'est une faute grave, parce que c'est un exemple qui va réagir sur tous les investisseurs qui vont à chaque fois se dire « mais je ne veux pas aller subir le même sort que celui qui est parti. Okay? » Donc les investisseurs, il faut les chouchouter.
il faut les chouchouter, il faut leur faciliter la vie. Vous voyez? Et on fera toutes les conférences que l'on veut. On dépassera tout l'argent que l'on veut. Mais si la bonne gouvernance n'est pas en place, si la lutte contre la corruption n'est pas en place, et qu'elle est bien connue et bien ferme, les investisseurs ne viendront pas chez nous. Quel que soit le caractère favorable de notre code d'investissement. Vous me suivez? Avant de terminer, je voudrais juste savoir qu'est-ce qu'ils disent, on va dire le gouvernement, quand ils vont dans une conférence, qu'est-ce qu'ils ramènent comme contrat à montrer aux investisseurs par rapport au code de travail, vu qu'au Comores, il n'y a pas déjà de Les salaire, conditions. salaire minimum, on ne SMIC. connaît pas, le SMIC, ça n'existe pas. Non, Il n'y a pas des heures de travail, on peut travailler autant qu'on veut jusqu'à épuisement. Qu'est-ce qu'ils disent aux investisseurs avant de créer ce alors, d'abord, les investisseurs, avant de venir, ils demandent. Ils demandent. Est-ce qu'il y a un salaire minimum? Est-ce qu'il y a ceci? Quel est le taux horaire? Quelle est la durée légale du travail? Donc, ils demandent à connaître le code du travail. Ça veut dire qu'on a au Comores, on a ce code? Je avouer mon incompétence là-dessus, mais j'imagine qu'il y a un code du travail. J'ose imaginer qu'il y a un code du travail. Ouais, Peut-être recopier, hein, comme d'habitude, coller. non, coller. non, mais ce serait quand même étrange qu'il n'y ait pas un code du travail. Hein. Je pense qu'il y a un code du travail puisqu'il y a des inspecteurs du travail. Jean-Baptiste, hein. Il y a des inspecteurs du travail. Le salaire n'est pas... Ouais, bon, mais s'il n'y a pas de salaire minimum, ça c'est autre chose. Le salaire minimum, c'est quelque chose qui est fixé par l'État en négociation avec les partenaires sociaux et les entreprises. Okay. Et là, chaque entreprise peut faire un petit peu ce qu'il veut. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de salaire minimum, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, les investisseurs, eux, ils viennent dans un pays parce qu'ils trouvent des conditions favorables. Si effectivement les salaires sont bas, ils viennent. Mais ce n'est pas les salaires bas qui les poussent à venir. C'est pas ça. C'est les compétences. Ils veulent des bonnes compétences à bon marché. C'est tout. Avant, les investisseurs allaient en Chine pour fabriquer des produits textiles, etc., des pantalons. Maintenant, beaucoup vont où? En Afrique, au Vietnam ou en Éthiopie. Hein? Parce que tout d'un coup, les salaires chinois montent, les Vietnamiens sont encore bas, donc ils disent je vais d'abord au Vietnam, et puis je vais aussi en Éthiopie. On fabrique beaucoup de chemises en Éthiopie. Okay? Donc c'est une histoire des modèles économiques, un modèle de ce qu'on appelle un business model. J'y vais là où ma profitabilité peut être meilleure. Hein. Mais les investisseurs, aujourd'hui, les grands groupes regardent de plus en plus ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. La responsabilité sociétale des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises, les grands groupes, prenez un groupe comme, pour un exemple, un groupe comme Total, de grands bénéfices. Ben, Total est non seulement jugé par ses clients, mais il est aussi jugé par les ONG. Les ONG, hein. Les ONG sont capables de lancer des opérations de boycott des produits Total parce que Total maltraite des ouvriers, des salariés dans des pays du tiers-monde. Hein? Regarde, vous avez vu ce qui s'est passé pour le Bangladesh quand cet immeuble, etc. Hein? Les entreprises qui ont produit des articles vestimentaires au Bangladesh, qui ont causé la mort de ces gens-là, ont été punis par les organisations non gouvernementales. Hein. Et les investisseurs qui investissent dans ces entreprises, on a aujourd'hui une note hein, sur le respect de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Hein? Est-ce que je respecte l'être humain? Est-ce que je ne détruis pas l'environnement? Est-ce que je ne détruis pas l'environnement? Ça. Mais les investisseurs, ben, ils regardent ça avant de mettre de l'argent quelque part. Ok. Voilà. Donc un investisseur arrive quelque part, je répète, et ne regarde pas uniquement le code d'investissement. Il regarde bien d'autres choses. Hein? Et c'est ces autres choses que le gouvernement doit maintenant packager hein, pour attirer les investisseurs. Parmi ces choses, la justice. La justice. La politique énergétique. Hein, les infrastructures. La politique éducative. La politique de santé.
la politique de santé et bien entendu l'alimentation. Et nous revenons au point de départ et l'alimentation. Ok. Parce qu'il faut bien se nourrir. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On vous remercie, monsieur Dr Zile. Cette émission était bien passée. Puis je remercie. Cette émission était bien su par des jeunes, ils ont liké. C'était une bonne message véhiculé par la jeunesse. Mais nous pensons fixer notre rendez-vous pour notre langue comorienne. Absolument. Parce qu'il y a beaucoup de notre communauté comorienne qui n'arrivent même pas à maîtriser ou comprendre très bien. C'est vrai, le taux de compréhension, de maîtrisation de la langue française au Comores, nous sommes au-delà de 60%. Il n'y a pas de mais le 40%, le mzé, les cocos qui ne comprennent rien, le oisé, donc il fallait un jour que nous fixons un rendez-vous de venir faire cette émission en langue comorienne. Donc, comme notre confrère Okay. Wakiabo. Beshe rongo wa luha shikomoro. Shabanu maisha maudu de mashababi. Nsorongozi wangu bababahi. Shamu nzorongozi wa mashababi. Wale kainsi hatu no watsirense. Watsirense ndo duhaza waidanganya. Na wairenga waibahare waendese usoni. Voilà. Les messages où ils véhiculent, on dit aux jeunes, les destinées, les avenirs, wasirensi mdumbaba madami ya je wamba kansorende de hula no de rehman aurenda emergence ça suffit avant garanzora mbilo kavana 2030 garanzo shifukada rifanye ndongo kada kartwanza mo garanzo shifu wananyasi mwa koridunga harumane SDN Comoro Dunia News no wananyasi mwa koridunga harumwe Mongoze FM kamedia mbili bano rikana rendez-vous na Dr Zile Swali rikojar hadisi chaleo rione sokanga rongwa we eshi Faransa rangu jerika rendez-vous jorongwa eshi Komori et namna ukaya banie Komori trace pont entre la diaspora et les Comores d'origine. Olano pia wakuabite waelewane parce que riza wana hunu nga bantu alo hunu des fois ishikomori uelewanai donc pour pallier cette pont ngarajuka na wakati dukana mission mbili ya Faransa na shikomori donc ngarabeshelo marhaba marstahamilia mwa mission yenu wananyaswa mongozi wa kabanu si CDN Comoro Dunia News kabanu ngarabeshelo marhaba menji monsieur le docteur marhaba menji sekundu ajina ngardonana la sinawe marhaba menji ngarabeshelo marhaba abang artimizia wabasainu ye mission hatu narjona na tena oparem tukufu tena harimwamisha lekele rahamba ya shikomora inshallah marhaba menji rika hunu CDN à Marseille et représentant de monsieur le DG Farid Ibrahima ou Marseille. Merci beaucoup. Bravo monsieur le DG.